Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Julie Nadeau parce que j'ai été interpellée par son article sur les violences éducatives ordinaires et j'ai eu vraiment un tilt, j'ai eu une espèce d'intuition qui m'a fait dire, mon Dieu, il y a un lien entre les violences éducatives ordinaires et la peur, qui est mon sujet à moi préféré. Alors, bienvenue Julie. Allô! Je suis contente d'être ici. Je suis contente d'avoir cette occasion-là de jaser avec toi de sujets qui m'intéressent beaucoup, 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 beaucoup. Justement, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire pourquoi ce sujet-là t'intéresse? Hmm. OK. Je vais aller de cette façon-là. Dans le fond, moi, je ne voulais pas d'enfants parce que mon but, c'était de ne pas les faire souffrir comme moi, j'avais souffert dans mon enfance. Puis c'est pas parce que mes parents n'ont pas fait du mieux qu'ils pouvaient, là. Ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ça a donné le résultat quand même que j'ai beaucoup souffert. Donc, si j'ai pas d'enfants, ils souffrent pas, tout simplement. Ça règle mon problème. Sauf que là, quand j'ai eu des enfants, là, ça a été comme, non, je peux pas reproduire ça. Faut que je change. Puis il y a une partie de moi qui savait que j'avais comme intégré, je m'étais comme ce que j'avais vécu, puis les peurs, puis les choses que mes parents dégageaient étaient en partie en dedans de moi. Donc, c'est comme si je sentais qu'il fallait que je fasse le ménage. Il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je guérisse les blessures de mon enfance pour ne pas pas dire des choses à mes enfants qui allaient les faire souffrir ou leur faire, tu sais, comme taper ou avoir des comportements où est-ce qu'il y allait avoir une souffrance physique aussi, là. Fait que ça a toujours été depuis le début, là. OK. Mais justement, tu sais, c'est parce que moi, j'ai vraiment à cœur que dans cet entretien, on fasse le lien entre les violences éducatives ordinaires, les peurs qu'on ressent en tant qu'adulte, mais aussi comment on les répercute sur nos enfants dans l'éducation. Donc, juste de base, déjà, les violences éducatives ordinaires, c'est pas familier à tout le monde. Est-ce que tu peux donner une petite définition de ce que c'est, puis donner des exemples? Parce que ça parle. Ouais, je m'en suis écrit ici, là. En fait, les violences éducatives ordinaires, c'est un terme qui est plus en Europe, qu'on n'a pas encore ici beaucoup au Canada. Puis, c'est des violences physiques, oui, des violences émotionnelles, des violences psychologiques qui est comme qu'on embarque, qu'on les dit comme éducatives. On éduque un enfant. Puis ordinaire, parce que c'est comme si c'est banal. Pour nous, pour beaucoup de gens, c'est normal de crier après un enfant, de le frapper même des fois, bon, d'utiliser ces moyens-là de contrôle des comportements des enfants, finalement. Et puis C'est un terme. de coercition aussi, j'allais dire. Ouais. Fait que moi, c'est un terme que je connaissais pas avant peut-être un an à peu près, là. Puis quand j'ai appris ça, ben en plus, il y a beaucoup de recherches, c'est intéressant, mais c'est surtout aussi un mot qui est facile pour expliquer ce qu'un enfant vit quand il est jeune, ce que moi j'ai vécu. Puis ce que j'ai vécu, ben oui, je l'ai vraiment vécu, puis ça a vraiment eu des conséquences. Fait que tu sais, des violences éducatives ordinaires dans tous les jours, là, ça peut être un parent qui va serrer le bras, oui, taper ou tirer les oreilles. Ça peut même aussi forcer à donner des billes ou, tu sais, moi, nos tantes nous coinçaient les genoux pour nous donner des billes. Puis on était obligés, là, c'est comme t'es obligé de donner un bisou à ta tante, là, ta grand-tante, là, tu sais. Ça peut être même ça peut être rusher les enfants comme dépêchez-vous là, tu sais, sur une base régulière. Je dis pas qu'on le fait pas jamais, des fois, tu sais, on est des humains aussi, mais il reste que c'est ça, c'est que c'est comme si on se rend pas compte parce que je crois qu'on a oublié malheureusement comment ces choses-là nous font sentir en tant qu'enfants. Et vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai pas oublié. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça, c'est un des symptômes des fois d'avoir vécu beaucoup de traumatisme, beaucoup de peur, c'est qu'on oublie des parties de notre vie parce que c'est mieux pour qu'on puisse survivre puis avoir un meilleur équilibre, malgré que, tu sais, on sait que ça ressort quand même, là. Mais moi, je sais pas pourquoi, je m'en souviens puis je suis capable de voir parce que je me suis à un moment donné une fois où j'ai crié, où j'en pouvais plus.
Puis là, je vois mon fils Léo avec ses yeux qui me regardent, puis les petits yeux tristes. Là, c'est blanc, là. C'est comme là, c'était comme une claque d'en face que j'avais. Puis là, je me voyais à sa place, là. Tu sais, je voyais, je comprenais sa souffrance, puis j'étais capable d'avoir de l'empathie avec lui, là. Fait que, t'allais dire quoi? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, moi, je me rappelle en lisant ton article, il y a des choses qui m'ont interpellée. Puis l'article, on va le mettre en lien là dans la description de la vidéo. C'était le fait aussi de mettre un enfant dans sa chambre, tu sais, pour qu'il réfléchisse. Oui. Là, j'ai fait, oh, tu sais, j'aurais pas mis ça d'emblée dans une violence éducative ordinaire, mais finalement, Ouais. je me suis rendu compte que couper le lien et dire à l'autre, va réfléchir quand en général, il n'a pas la maturité pour aller réfléchir parce que son cerveau est pas préparé, c'est de la violence parce que c'est plutôt justement de garder le lien puis d'expliquer ce qui vient de se passer. Et donc, en fait, moi, quelque part, ma définition maintenant des violences éducatives ordinaires, c'est un petit peu tout ce qu'on ne ferait pas à un adulte, qui serait pas correct de faire à un adulte, mais qu'on fait à un enfant sous prétexte que c'est pour l'éduquer. Oui. Ben oui, puis la phrase de Catherine que j'avais mis dedans, là, pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un adulte, cruauté le fait de frapper un animal, mais éducation le fait de frapper un enfant? Ça montre vraiment que on banalise beaucoup là, le fait de faire souffrir les enfants, là. Mais je me rappelle justement que, tu sais, dans une conversation qu'on avait juste avant d'enregistrer, tu disais que, tu sais, parce qu'on parlait du lien entre les violences éducatives ordinaires qu'on a vécues enfant et la peur, toi tu disais, oui, mais pour moi, il y a un lien vraiment évident entre ça et la peur et l'anxiété qu'on vit en tant qu'adulte. Donc, quel lien tu fais, toi? C'est ça. Moi, le lien que je fais, c'est au niveau de l'organe, qui est l'amygdale, la glande qui est dans notre tête, qui est dans le fond le centre de la peur. Ils ont découvert par des recherches, là. Puis c'est pour ça que j'aime ça, c'est qu'on a des recherches. Ils ont vraiment découvert que les enfants qui vivaient des violences éducatives ordinaires avaient leur amygdale plus grosse. Fait que quand tu as le centre de la peur plus gros, tu es plus réactif. Moi, je me souviens de la sensation de toujours marcher sur les œufs, puis toujours être comme, oh mon Dieu, tu sais, je vais être correct, tu sais, oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça, tu sais, comme être toujours en train d'être hyper vigilant. Ben ça, c'est de l'anxiété, là. C'est comme, l'anxiété, c'est comme des peurs sur les stéroïdes, là. Donc, pour moi, ça, c'est ça qu'on amène plus tard, où est-ce que là, on a peur de beaucoup de choses. Même que moi, ce que je faisais, c'était des crises de panique. Fait que j'ai pas fait mes examens de secondaire 5 avant d'aller au cégep parce que je me suis évanouie, puis que je shakeais, puis que la peur était tellement forte que ça disjoncte. C'est parti, il n'existe plus rien. C'était rendu à un haut niveau. Puis pour les Français, le secondaire 5, c'est à peu près la fin du collège, la dernière classe de collège qui est la troisième, et le cégep, ça pourrait être l'équivalent du lycée, parce que les Français, le système n'est pas le même qu'au Québec. Mais ce que j'avais envie, j'avais une question qui m'était venue quand tu parlais, c'était que finalement, j'ai l'impression, tu sais, quand je t'écoute, que tu sais, si je fais le lien avec les violences éducatives ordinaires, c'est la notion de ne pas avoir été vu, reconnu, accepté, légitimé en tant qu'enfant dans ses émotions qui fait que ça déclenche toutes ces autres peurs-là qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Ouais. C'est comme si nos besoins physiques ou affectifs n'ont pas été répondus. Des moments où, on le sait, là, les enfants, je me souviens, les miens, là, regarde-moi, maman, regarde-moi. Ils veulent juste qu'on les regarde au parc en train de faire des choses. Ils ont besoin de sentir cette connexion-là, une connexion où est-ce que pendant qu'eux font quelque chose, pendant qu'ils sont fiers de faire quelque chose, qu'on est là en soutien pour eux, là. Fait que, mais tu sais, quand tes besoins à toi n'ont pas été répondus, c'est quand même un tour de force de prendre conscience, parce que c'est quelque chose de prendre conscience. Ils ont des besoins, je vais répondre aux besoins le plus doucement possible, mais c'est quoi ces besoins-là? C'est comme, il y a du travail à faire. Puis pas juste au niveau de comprendre intellectuellement, mais au
au jour après jour avec notre bébé puis avec notre jeune enfant, de continuer de se reposer ces questions-là puis de dire, mais comment je pourrais faire? Ce serait quoi différent? Parce que quand tu n'as pas vécu quelqu'un qui avait de l'empathie avec toi en tant que parent, c'est difficile d'en avoir avec tes enfants. C'est pas un réflexe. Il faut que tu t'arrêtes. Puis, justement, l'empathie, moi, je veux préciser, parce que je suis sûre que tu le préciserais, mais là, ça me venait à l'idée, c'est pas qu'ils ont fait exprès de pas en donner nos parents, c'est qu'ils n'étaient pas disponibles pour ça, au vu de ce qu'ils avaient déjà vécu. Et c'est toujours important de le rappeler parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et en tant que parent, je crois que c'est à peu près la maxime de chaque journée. Ah oui, définitif. Ah oui, définitif. Puis tu sais, même moi, là, mes enfants sont rendus vieux, là, c'est 20 et 23 ans. Puis encore des fois où est-ce que je vais dire quelque chose, où je vais avoir une pensée. Ah, cette pensée-là, tu sais, je la reconnais, là, c'est quelque chose que mes parents diraient, ou c'est quelque chose que je sens que j'ai une peur. Fait que là, j'aurais le goût d'aller comme le contrôler, là, à mon enfant, là. Fait que je suis capable de le sentir monter, mais tu sais, c'est comme ce travail qui finit jamais, là, de se débarrasser. Mais avec les années, j'ai vraiment été capable de voir que j'étais plus en réaction quand il était plus petit, puis que graduellement, à force je me suis comme fait un peu comme une méthode, une façon dans le quotidien d'être qui fait en sorte que quand je suis triggered, quand l'enfant fait quelque chose qui déclenche en dedans de moi, on le sent, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont prêts à le sentir, mais moi, je le sentais dans mon corps que je suis comme, mon enfant déclenche, comme s'il pèse sur des boutons, là, puis là, je sens que j'ai le goût de me fâcher ou, bon. Fait que je me suis comme fait un peu une méthode pour justement être capable d'arrêter, respirer, capable de reconnecter avec mes facultés mentales. Parce que dans ce temps-là, quand on arrive au niveau de l'amygdale, là, c'est comme, il y en a plus, là. C'est pour ça que les examens à l'école, on aurait tellement des meilleures notes, mais le stress est tellement haut qu'on n'a pas accès aux informations qu'on a stockées ou seulement en partie. Fait que c'est un peu la même affaire avec nos enfants, là, quand il fait quelque chose qu'on n'aime pas, puis là, on se met à crier ou, tu sais, quand la réaction est là. On n'est pas dans toute la bienveillance. Tu sais, en dehors, on est capable, mais quand vient la situation, c'est là le moment que c'est comme le plus difficile, puis qu'il faut se pratiquer à arrêter. Première étape. Parce que tu sais, l'amygdale, il me semble que ça fait partie du cerveau, c'est proche du cerveau reptilien, le cerveau le plus archaïque. Et la réflexion, c'est au niveau cortical, c'est-à-dire le cerveau qui est le plus évolué, c'est celui qui a besoin de temps pour bien répondre. Donc, la réponse automatique, c'est clair qu'elle le court-circuite, là, c'est fichu. Et justement, avant l'enregistrement, on parlait de cette notion de réflexe que tu viens d'évoquer un peu, mais est-ce que tu peux l'évoquer davantage, cette notion de réflexe par rapport justement à ces fameuses violences éducatives ordinaires, puis les peurs qui prennent le dessus, le contrôle, puis c'est fini. Ouais. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est quand on a vécu ces violences-là éducatives, probablement on manque d'empathie, fait qu'on manque de connexion entre l'hypophyse puis le cortex préfrontal. Fait qu'on a ça en moins. Puis, notre cerveau, quand arrive quelque chose qui stresse, il y a comme deux options. Il y a une option qui est saine, OK? L'hypophyse, elle voit ça, elle consulte l'amygdale, puis là, attends, c'est comme ça? Je me souviens plus. L'hypophyse, dans le fond, c'est elle qui va décider. On envoie une information au cortex préfrontal, puis on fait la régulation d'informations, ou pas. On envoie directement à l'amygdale, et là, ça déclenche la réaction de stress. Oui, c'est ça. Mais les jeunes qui ont vécu des violences éducatives ordinaires, c'est comme court-circuité. Il y a tellement tout le temps des dangers, pareil comme un soldat qui va à la guerre, que à place d'aller communiquer avec le cerveau, le cortex préfrontal, il va direct avec l'amygdale. L'hypophyse, elle fait hypophyse, amygdale, réaction. Versus, mettons, hypophyse, amygdale, cortex préfrontal.
elle passe tout droit sur le cortex préfrontal. Puis en plus, il montre qu'il y a moins de connexion. Le cortex préfrontal d'un enfant qui a vécu des violences ordinaires, il est moins gros, puis il y a moins de connexions qui se font. Fait que c'est ça, là, c'est la réaction est automatique ou presque, là. Et c'est pour ça que des fois, on voit des adultes, puis je suis sûre que en parlant, vous allez penser à des personnes qui ont des crises, qui ont des réactions, comme une réaction d'un enfant de 5 ans qui crie, puis qui pleure, puis qui se débat, puis qui est fâché, puis qui pointe du doigt, puis qui... Bon, ça, c'est dans le fond, il y a pas dans la régulation des émotions, là, tu sais, ça l'a fait une loupe, puis il est directement passé à l'amygdale, là. Ça, je trouve ça fascinant. Non seulement parce que ça peut changer, hein, je trouve ça serait triste. Heureusement. Mais, oui, hein, mais ça explique tellement de choses. Puis ça explique aussi que quand on est plus dans la bienveillance avec nos enfants, ben, on leur permet d'avoir des connexions, plus de connexions avec le cerveau, le cortex préfrontal, puis que leur hypophyse, puis que l'amygdale au moins soit réduite. Parce que je pense que quand l'hypophyse est grosse, c'est bon signe, mais l'amygdale petite, quelque chose comme ça. Ça sera vérifié. Ouais, en tout cas, ça fait du sens de ce que tu dis. Puis, dans ce que je comprends, c'est que quand tu vis des violences éducatives ordinaires, et je suis désolée, mais j'ai quand même l'impression que c'est la majorité des enfants, pas parce que les parents le font exprès, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas vécu d'empathie quand ils étaient enfants, ou pas suffisamment, enfin bref. C'est que finalement, c'est une autoroute, la voie hypophyse, amygdale, réflexe, c'est une autoroute, alors que hypophyse, amygdale, cortex préfrontal, c'est le petit chemin de campagne. Et donc, quand tu disais qu'on peut changer les choses, c'est qu'en fait, on va switcher, on va faire que l'autoroute devienne vers le cortex préfrontal, et le chemin de campagne, c'est le réflexe, parce que finalement, à force de se pratiquer, ces connexions-là vont se construire, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est en plein ça. Il y a plusieurs autoroutes, puis ça devient des autoroutes quand on les utilise plus souvent. Puis quand on est jeune, on les a utilisées tellement souvent avec nos parents ou avec les professeurs, parce que dans les écoles aussi, c'est toujours une situation... je pense qu'ici, au Canada, les professeurs n'ont pas le droit de frapper les élèves, mais je pense qu'en France, ils ont encore le droit. Non, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit? OK, en tout cas. On lit des choses, on n'est pas sûr. Bref, tant mieux, parce que... Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on vit des violences dans notre famille, on vit des violences des fois à l'école, fait que ça fait des autoroutes. Un peu pareil comme quand on apprend à conduire, les premières fois qu'on apprend à conduire, là, on est vraiment comme, on regarde tout, on est nerveux, tu sais, on apprend, on gobe tout. Mais éventuellement, quelques années plus tard, comme les 2 doigts dans le nez, on s'en va à quelque part, puis des fois même, on le fait, ça se peut, j'en ai perdu un bout. Mais automatiquement, ça s'est fait. Parce que c'est rendu une autoroute. Au début, c'était un petit chemin, là, c'est une autoroute. Fait que le but, c'est de créer des autoroutes, créer encore plus de chemins et d'autoroutes vers le cortex préfrontal. Mais ça veut dire aussi que si on veut que la société change, ça veut dire qu'en tant que parent, on a un sacré boulot à faire, ou en tant qu'adulte en fait, mais parents, c'est comme plus évident, parce que les enfants, ils appuient plus sur des boutons. En tout cas, ça marche beaucoup plus vite que n'importe qui autour de nous, à quelque chose près. Sauf peut-être la famille, au choix, mais bref. Ça veut dire qu'en tant qu'adulte, on a vraiment un travail majeur à faire sur nous pour le transmettre à nos enfants, pour que la génération d'après ait vécu moins de violence et donc soit encore plus au contact avec ses émotions, puisse mieux le transmettre, etc. Oui, oui, définitif. Puis ce travail-là, ben c'est ça, je me souviens, moi, j'avais aucune idée là, comment faire. Là. J'avais pas vraiment d'outils. Il a fallu que j'expérimente ou que j'essaye plein de choses par moi-même pour justement aller faire baisser ça, mon taux d'anxiété, mon stress, faire baisser les peurs, parce que en tant que parent, la peur, elle motive tellement beaucoup de situations, comme moi, j'ai un de mes garçons qui dort tard le soir. Il aime dormir, il aime se coucher tard et se lever tard. Et même quand il travaille, parce que maintenant il est au travail, là, lui, c'est comme 6 heures, 7 heures
de sommeil par nuit, c'est assez pour lui, là. Tu sais, il dit qu'il se sent mal, puis bon. Et pour moi, je dors au moins 9 heures par jour, puis j'ai besoin de ça parce que c'est mon corps que je respecte. C'est dur de me mettre à sa place, puis tu sais, comme la peur, elle embarque facilement. Oh, tout coup qui est pas bien, qui dort pas bien, puis que là, il a pas dormi assez, il passe tout droit, qu'il soit, tu sais, que ses facultés soient pas toutes là, puis que là, il est en train de parler avec des gens dans son, tu sais, ça fait monter beaucoup de peur, mais les peurs, c'est comme une information, là. Il y a quelque chose là, puis ça, ça m'appartient. C'est à moi. Moi, j'ai décidé que, à un moment donné dans ma vie, que les peurs que j'avais, c'est pas parce que je les avais que je faisais en sorte que de les imposer à mes enfants. Dans le sens où est-ce que, dans ce cas-ci, ça serait de dire, ben là, je m'excuse, Benjamin, mais à partir d'aujourd'hui, tu te couches à telle heure, puis tu te lèves à telle heure, je veux au moins que tu aies tant d'heures de sommeil. Mais c'est pas ça notre relation. J'ai choisi la bienveillance parce que, là, c'est sûr, je les vois en plus, les résultats, là. Mais je vais calmer mes peurs à moi. Je vais faire le travail conscient de dire, OK, ça, c'est mes peurs, c'est en moi. Puis ça veut pas dire que je les choisis. Je vais choisir de continuer comme la relation de confiance avec mon enfant, puis de lui laisser vivre sa vie à lui, parce que à la fin de la journée, là, il m'appartient pas. J'ai la chance de l'avoir dans ma vie, mais il m'appartient pas, cet enfant-là, tu sais. Comme moi, j'ai compris des choses, moi, j'ai appris des choses, j'ai voulu changer. Maintenant, c'est à lui de faire ça là, dans sa vie. Mais ça veut dire aussi que finalement, ça demande beaucoup de dialogue pour enlever ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai lu récemment, parce que moi, je suis enceinte actuellement, tu sais, dans mon premier, puis j'ai lu récemment des trucs à propos de l'heure de coucher des enfants. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, puis moi, le mot qui m'a fait tilter, c'est ça devient un jeu de pouvoir. Tu sais, ça devient une bataille pour savoir qui est-ce qui aura le dessus sur l'autre. Et là, j'ai fait oh my God, mais je viens de comprendre parce que finalement, souvent la peur, puis je trouve ça intéressant parce que quand on parle de violence éducative ordinaire, faut pas serrer le bras, tu sais, t'envoies pas l'enfant dans ta chambre dans sa chambre etc. Déjà, on n'a comme pas d'alternative crédible à la manière qu'on nous a enseigné de faire ou qu'on a vu les autres faire. Mais quand on se met à respecter les besoins d'enfant puis à rentrer en dialogue, c'est-à-dire le but, c'est pas ses besoins sont par-dessus les miens ou mes besoins sont par-dessus les siens, mais plutôt on met nos besoins à égalité puis on voit à trouver un terrain d'entente. Ben, ce que j'entends, la peur des gens, là, puis je trouve ça intéressant de dire que c'est vraiment la peur, c'est oh, mais c'est quand même pas ton gamin qui va prendre le pouvoir. Ah oui, ça, on l'entend, hein? Il va te monter sa tête, tu vas en faire un enfant roi, puis tout ça, c'est des peurs, hein? T'as peur, toi, de paraître comme t'as pas le contrôle ou tu sais pas éduquer tes enfants mais de la bienveillance puis de pas utiliser les violences éducatives ordinaires, c'est pas les laisser libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ah non, la liberté, c'est pas l'irresponsabilité et faire tout ce que qui t'a molesté les autres. Ça c'est pas parce que c'est drôle comme moi je vois vraiment la notion de violence éducative ordinaire en lien avec la liberté qu'on accorde à chacun et que la liberté des parents est finalement aussi importante que la liberté des enfants, ce qui est quand même difficile à entendre pour beaucoup de monde. Puis moi je sais clairement qu'avec mon enfant ça va me faire rusher un truc de fou parce que je sais que j'ai des choses à travailler là-dessus, mais c'est comme si quand on entend liberté, on entend licence de faire tout et n'importe quoi. Oui, mais il se passe comme si le mot liberté, il n'y a pas le sens moral accroché avec. Alors que, tu sais, on prête des mauvaises intentions, même avant qu'il ait démontré quoi que ce soit. Puis quand tu disais tantôt notre besoin est égal à celui de l'enfant, je dirais que moi, ce que je voyais, c'est que quand mes enfants étaient plus jeunes, leurs besoins étaient au-dessus des miens, dans le sens où est-ce que il y avait plus de besoins, ils sont comme dépendants de moi, mais j'essayais de quand même répondre avec mes besoins, mais je t'avoue que c'était très difficile dans ce temps-là parce que, bon, j'avais pas nécessairement de soutien, j'avais pas tous les beaux livres que j'ai lus maintenant, là, tu sais.
tout le ménage que j'ai fait, là. Mais je trouve ça important qu'on mette les besoins des enfants, qu'on les comprenne, qu'on les réponde, puis qu'on trouve le moyen de nous-mêmes répondre à nos besoins aussi. Mais éventuellement, ça vient égal à égal. Puis c'est là que les enfants apprennent. Si mon enfant, il se couche super tard, puis que à cause qu'il parle avec ses amis, ça fait beaucoup de bruit, puis moi, ça m'empêche de dormir. Puis ça, c'est vrai ce que je te conte là. Je vais descendre, je vais aller voir, je vais dire hey, Benjamin, amour, tu sais, j'entends beaucoup ton son, tout ça. Ah oui, je m'excuse, tu sais, je vais baisser, tu sais. Ah, OK, bon, bonne nuit. Ça, c'est une réaction un peu comme d'égal à égal, là. Je suis pas ton boss, t'es pas mon boss. C'est comme le gros bon sens, là, tu sais. Et puis surtout, c'est que ça fait pas des gens capricieux, ça fait des gens qui apprennent à écouter les besoins des autres et à les prendre en compte aussi. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que l'image, ça en fait des gens capricieux, alors qu'en fait, comme t'es pas en train de tout leur passer, mais en train de plutôt de les aider à se réguler avec ce que toi t'as appris en tant qu'adulte, ça en fait des gens autonomes et autorégulés. Oui, c'est ce que j'ai remarqué parce que quand je regarde mes jeunes là, sont au niveau de la régulation des émotions, au niveau de ce qu'ils savent, ce qu'ils veulent dans la vie, ils ont une meilleure régulation des émotions que moi là, définitivement là. Puis ça, ben, je suis contente de voir ça, c'est sûr, là. Puis j'espère que c'est ça qui fait. C'est un peu ça aussi qui me fait, à un moment donné, comme, OK, faut que tu les laisses aller, là. Faut que tu leur laisses faire. Même si tu penses que telle décision pourrait être, peut-être que ça pourrait être négatif, ben, c'est sa vie, il doit l'essayer pour voir où ça va le mener où, là. Tu sais, ouais, si tu vois trop de danger, puis là, tu l'avertis oui, quand même. Ah oui, définitif. Ah oui. Définitif. Puis pareil comme quand les enfants sont jeunes, là, je ne laisserai pas mon enfant marcher dans la rue où est-ce qu'il y a plein de taux parce que je suis bienveillante puis il est libre. Là. Non, là, tu sais. Mais je ne vais pas non plus le tenir par la main super serrée. Puis que là, moi, je vais être dans mes pas. Tu sais, là, c'est important, il ne faut pas aller dans la rue. C'est dangereux, là, hein. Tu sais, je ne vais pas avoir ça. Je vais plus comme est-ce que c'est comme on va se donner la main ici, c'est-tu correct? Parce qu'il y a beaucoup de voitures, puis tu sais, on adapte à la situation, mais j'essaie de pas être dans mes peurs, puis pas être dans je veux lui faire peur pour qu'il fasse pas ce qui me fait peur à moi. Aller dans le chemin puis se faire écraser. Bref. Mais j'allais dire justement, parce qu'il y a beaucoup de fois où en tant que parent, parce que moi j'ai quand même éduqué d'autres enfants avant, là, parce que j'ai été mariée précédemment, puis où en tant que parent, on a des peurs, mais en fait on croit que c'est le bon sens. Donc c'est quoi ton truc à toi pour opérer la peur qui s'est déguisée en bon sens ou en c'est comme ça que ça se fait, ou tu vois ce que je veux dire? Ah moi, ben oui, puis des comme ça, c'est comme ça que ça se fait, là, c'est comme un signal d'alarme, là, tu sais. Ouais. En fait, j'ai compris que quand je vis des peurs, puis quand c'est de l'anxiété, c'est dans ma tête. Tu sais, je vais rationaliser, je vais essayer il vient de l'émotion aussi, mais l'émotion est désagréable. J'ai peur, je suis pas bien. Je suis comme, puis physiquement, on pourrait même dire que t'es comme recroquevillé sur toi-même. Tu sais, t'es pas content. Versus quand je pense mettons, à une solution qu'on pourrait faire ensemble avec les gars, ou je pense à quelque chose que moi j'ai envie de faire, puis que là, je sens comme que c'est plus léger, c'est plus agréable. Puis moi, c'est ici, là, dans mon ventre, dans ma poitrine. On dirait que c'est doux, c'est calme. Un peu pareil. C'est pour ça que la méditation, c'est comme un incontournable. Quand on médite, on sait après c'est quoi quand c'est calme dans notre poitrine, dans notre ventre. Mm-hmm. On sent quand ça ici, c'est à off ou presque off, là. On le sent ici, dans notre cœur. Là, c'est paisible, c'est doux. Pareil comme quand les premières fois on tient notre enfant, là, puis qu'on le regarde, là, puis qu'on braille, là. On est plus capable d'arrêter tellement qu'on l'aime, cet enfant-là. C'est intense. Mais tu sais, ça, là, c'est dans notre cœur aussi, là, tu sais. C'est pour ça. Moi, c'est comme ça que j'arrive à faire la différence, à savoir si une idée ou si une parole que je veux dire, ou si un projet, même des projets, là, tu sais, comme quand toi, tu m'es arrivé avec « Ah, j'ai le goût de jaser de ça, j'ai fait « Oui! » Ça fait « oui », puis ça fait comme « yeah », tu sais, versus
ah ouais, je sais pas, tu sais. Non, c'est comme pour moi, c'est devenu clair. Puis je pense que c'est ça, c'est de reconnecter avec le corps par la méditation ou autre chose. Moi, c'est la méditation, là. Aller marcher dans la nature aussi, là, ça permet de savoir, là, OK, là, c'est mon gros bon sens qui est basé dans l'amour et non dans j'ai peur. J'ai peur que plus tard, il réintègre pas la société. J'ai peur qu'il n'y ait pas, qu'il se trouve jamais de blonde, qu'il n'y ait pas un travail qui le fait vivre assez bien pour être indépendant. Bref, irrationnel, peur irrationnelle, c'est loin. Une vraie peur, là, c'est comme c'est là maintenant, mon enfant est dans la rue, il faut que je le pogne puis je l'enlève de là. Ouais, et moi, c'est vrai que les peurs irrationnelles, j'ai tendance à dire qu'elles sont irrationnelles, ça dépend à quel niveau de logique on parle. Mais en tout cas, la peur qu'on projette, en fait, la projection qu'on fait, ouais. c'est parce qu'on a des croyances sur qu'est-ce que doit être la société ou qu'est-ce que doit être un enfant ou qu'est-ce que c'est un enfant bien inséré dans la société. Et donc, finalement, c'est de ramener tout ça à soi. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, puis moi, j'adore ça parce que clairement, je trouve que c'est une porte qui est absolument importante, c'est revenir au corps. Au lieu de se laisser embarquer par l'histoire que la tête raconte, c'est revenir au corps et ben là, après, avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide, des outils, ouais. etc. Parce que tout seul, c'est difficile. Oui, c'est difficile, définitif. Puis c'est une porte que tu m'ouvres là en parlant de croyances parce que pour moi, ça, c'est la base. S'il y a une peur, il y a une croyance attachée après. Oui. Puis les croyances, c'est des choses que on accumule depuis qu'on est jeune. Puis ces croyances-là, ils font aussi des autoroutes dans nos cerveaux, puis dans notre cerveau, puis des chemins, peu importe, là. Puis je pense que ça peut aider la méditation, mais on peut aussi, avec le EFT, travailler directement sur les croyances pour comme aller leur faire perdre, comme les égrener, pour qu'ils soient moins, qu'il y ait moins d'emprise dans notre système, dans nos valeurs de croyances, là, tu sais. Ouais, EFT, c'est Emotional Freedom Technique, là, c'est des choses où on se tape un peu le visage en répétant certaines phrases clés. Oui. Et justement, si les personnes qui nous écoutent veulent en apprendre davantage sur les violences éducatives et comment s'en défaire, est-ce que tu as des livres à conseiller? Oui, j'ai écouté une conférence vidéo de Catherine Guéguen. C'est comme ça qu'on dit? Guéguen ou quelque chose comme ça. Ouais, non. Encore là, c'est un nom de famille qui est pas fréquent ici au Québec. Elle a écrit le livre Pour une enfance heureuse que j'ai commencé, qui est sur ma table de chevet. Qui a l'air très bon, mais elle a aussi fait une vidéo sur YouTube qui est, je pense, c'est comme 1 heure, là. Puis ça a été une vidéo dans laquelle je me suis vraiment beaucoup inspirée pour faire mon article, là, parce qu'elle donnait beaucoup de références, de chercheurs, des choses vraiment très solides pour appuyer le fait que d'utiliser les violences éducatives était nocive pour les enfants. Donc, le livre de Muriel Salmona, Châtiment corporel et violences éducatives. Il y a aussi quelque chose que j'attends, une vidéo que j'attends, un documentaire qui a été fait, je me souviens plus de l'auteur, mais ça s'appelle Même qu'on est imbattable. En as-tu entendu parler? Non? Ça a l'air vraiment chouette parce que elle a été en Suède ou Finlande, je pense que c'est Suède, où est-ce qu'elle a été interviewée, puis que pour eux, eux, ça fait beaucoup plus longtemps que nous, là, qui sont sortis de tout ça, là, puis qui voient vraiment d'un œil négatif, là, les violences éducatives ordinaires, là. Fait que, je pense que ça va être très intéressant, là, à écouter. Puis aussi, j'aime bien, écouter le balado de Papatriarcat, Cédric, qui s'appelle. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas. Lui, il a interviewé plusieurs personnes puis c'est très intéressant, là. Ses balados sont vraiment super intéressants, là. Là-dessus, là, définitif. Ouais. Alors, les balados, nous, en français, entre guillemets, on appelle ça des podcasts, donc c'est pour que ça puisse parler à... Vois-tu? J'ai utilisé le mot balado parce que c'est le mot français, mais moi-même, je dis podcast. Mais non, mais je comprends, ça parlera de toute façon aux Québécois et Québécoises. Mais c'est vrai que
moi, ce que je me rends compte, en tout cas, quand je t'écoute et quand j'écoute ma pratique et tout ce que je fais depuis maintenant 5 ans, c'est que c'est un chemin. C'est tout un chemin de revenir à soi, finalement. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait plein de choses qui avaient été un peu mises de côté, arrachées ou mises en protection ou autre, avec un réflexe de survie. Puis c'est de ramener tout ce monde-là à domicile, entre guillemets. Et moi, j'adore une phrase qui dit que les enfants sont des accoucheurs d'ombre. Et ça me fait un peu peur d'ailleurs, mais... Ben, oui, mais c'est pas à temps plein 24 heures sur 24 non plus, là. Dieu merci. Mais c'est ça, en fait, c'est que je trouve que ce qui est formidable dans la relation avec l'enfant, si on la prend comme quelque chose qui est vraiment un précurseur, l'enfant est là pour, quelque part, révéler toutes les parts de nous, enfants, dont on n'est pas allé visiter l'histoire et avec lesquelles on n'a pas fait la paix. C'est finalement, je pense que c'est pour ça que les enfants ont un rôle aussi transformateur dans la vie de leurs parents. Ouais, ça peut être vécu comme ça, là. Quand on est ouvert à vouloir changer pour que nos enfants soient bien puis soient heureux, ben oui, nous aussi. Ben oui, parce que je dirais que tout le travail que j'ai fait pour mes enfants, ça m'a aidé moi aussi, là. Et je dirais le summum, ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que l'amour que j'ai pour eux, l'amour inconditionnel, peu importe qui ils sont, je me souviens, j'avais écrit ça, je pense, même dans sa carte, dans une carte qui était très jeune, peu importe tu es qui, peu importe ce que tu fais, ce que tu feras plus tard, ce que tu penses, ce que tu n'as pas fait, peu importe, je t'aime comme tu es. Cet amour-là inconditionnel fait en sorte qu'à un moment donné, ben, quand tu la pratiques avec ton enfant, tu es capable d'avoir comme, oh, peut-être que je sais comment faire avec moi. Je vais comme me fier sur ce que j'ai fait avec mes enfants, répondre à leurs besoins, être plus douce, m'excuser quand je l'échappe, réparer, puis je vais faire ça pour moi. Fait que moi, ça a été ça ma révélation, c'est de dire, OK, maintenant, là, je suis capable de prendre ce que j'ai appris là-dedans, puis je vais le faire pour moi. Je vais comme m'aimer de plus en plus. Me donner le droit d'être qui je suis, simplement. Ouais, donc c'est en fait finalement c'est comme une transmutation. La violence éducative ordinaire, on la transforme en douceur éducative ordinaire. Oh wow, c'est beau ça. On est venu comme ça, mais c'est parce que justement, tu sais, moi c'est ça mon truc, c'est la douceur. Tu sais, Blandine, la douceur, c'est vraiment ça que j'amène. C'est ça mon positionnement vis-à-vis de la peur. Et je suis ravie de t'entendre sur ce sujet des violences éducatives parce que c'est lié. Pour moi, il y a pas de secret. Si jamais je reçois de l'empathie, de la bienveillance, de l'écoute, de l'amour inconditionnel quand je suis enfant, clairement, je vais être capable de me l'appliquer à moi. Oh oui. Quand je grandis, puis ensuite quand j'ai des enfants à moi, puis ça fait un cercle vertueux qui fait que un humain à la fois, ça change, mais en même temps, pas juste un humain à la fois, parce que j'imagine que toi, quand tu fais avec tes garçons, ça veut dire que tu le fais avec les personnes que tu rencontres. Et ça veut dire qu'eux aussi le font avec les personnes qu'ils rencontrent. Et donc, finalement, c'est plus un effet papillon oui. que juste un humain à la fois. Ça. Mais c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi, parce que moi, j'en avais pas vraiment de modèle. Fait que là, je veux comme que les gens aient des modèles. Puis le plus de modèles possible, c'est encore mieux parce que des fois, il y a une personne on prend un petit bout par-ci, on prend un petit bout par-là, puis on fait comme notre propre recette, on reconstruit nos morceaux comme ça fait du sens pour nous, dans le fond, là. Ouais. Ben, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Pour cet entretien. Et si jamais les personnes veulent te découvrir puis rentrer en connexion avec toi, etc., je vais mettre de toute façon dans les commentaires le lien vers ton article, donc c'est vers ton blog et ils pourront venir te voir. Ouais. Et qu'est-ce que j'étais en train de me poser la question, comment je termine cette interview? Qu'est-ce que j'avais envie de souhaiter quelque chose, mais je savais pas quoi. Est-ce que tu as une idée? Souhaiter, mon Dieu. Souhaiter que je fasse encore d'autres belles rencontres comme je fais là avec toi. Des rencontres qui font en sorte que on se sent épaulé, on se sent ensemble dans ce désir-là de faire rayonner encore plus la bienveillance avec les enfants, puis
Comment est-ce que ça, avec soi-même, comment est-ce que ça répare notre cœur à nous aussi? Ouais, ça, oui. Et puis moi, je pense que ce que je veux me souhaiter, et pour justement les personnes qui regardent aussi ce que je fais, c'est d'avoir encore d'autres interviews de la qualité tu vois, j'en bafouille. Juste simplement d'autres interviews belles comme celle que j'ai eue avec toi, parce que je pense qu'on manque tellement, l'éléphant au milieu de la pièce, il y a tellement de choses qu'on manque au niveau de la peur, parce que justement, on est dans des croyances sur ce que c'est la peur, que j'ai envie d'aider, tu sais, de trouver d'autres modèles, d'autres rôles modèles pour inspirer celles et ceux qui me suivent. Donc, moi, j'aime bien terminer avec ça. C'est que la douceur te porte. Que la douceur t'apporte, oui. Ah, définitif. T'sais, moi, je me sens pas une femme extraordinaire avec des talents extraordinaires, là. Fait que si j'étais capable de faire cette transformation-là vers la douceur, je pense qu'on est toutes capables.